on se trouve à la maison de Zen Shiatsu. Moi, je suis Greta Liberge et Emeline Mercier. Voilà, et puis on a décidé qu'on va un peu bavarder, c'est des petites causeries en fait par rapport à notre travail, de ce qu'on fait. Donc, Emily, elle est hypnothérapeute. Et coach PNL. Et coach PNL. Et moi, je suis praticienne de Shiatsu et coach de vie. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous d'échanger un peu par rapport à des différentes problématiques de nos clients, de nos patients. Et c'est toi qui as donc suggéré ce thème. Comment écouter son corps, comment savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, toutes les choses qui sont... se reconnecter un petit peu à soi finalement, parce qu'on a deux pratiques qui sont hyper complémentaires, enfin j'ai l'impression. Hein. Oui. Et je trouvais ça vachement intéressant qu'on ait la discussion sur comment se reconnecter un peu à soi au niveau aussi corporel, au niveau énergétique, et puis dans l'hypnose, quels sont les outils qui permettent aussi de reprendre un petit peu la conscience de tout ce qui est dans notre inconscient, qui est bon pour nous, et qu'on bloque avec le mental, les tergiversations tout le temps, etc. Voilà. Oui, en fait, c'est le grand mystère, en fait, et c'est toute la grande question. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il existe une sorte de l'inconscient, d'accord, et qu'on n'a pas l'accès à lui en temps normal. Et dans cet inconscient, il y a tellement de choses, il y a beaucoup de bordel, il y a aussi des côtés très très positifs. Il y a aussi sûrement cet accès à notre moi, ok, et voilà, et je pense que le but de toutes ces pratiques, c'est justement comment accéder en fait à ça. Et puis ensuite, l'autre problématique, c'est que quand on y accède, c'est pas toujours confortable. Non, voilà. Parce que ce qu'on découvre, c'est pas toujours très confortable, on peut vite se retrouver dans un caca. Oui. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas envie d'y aller. Voilà. Donc finalement, moi en tout cas, ce que j'observe dans ma pratique, c'est que il y a des gens qui préfèrent en fait de marcher, si tu veux, sur la périphérie, c'est-à-dire toujours sur la surface. Et quand on prend symboliquement, par exemple, la roue, la roue en tant que forme géométrique, en fait, et qui se trouve partout dans la nature, et dans des religions, et dans des différents enseignements, en fait. Le symbole. Oui, c'est un symbole très important où justement on nous invite à aller dans ce centre et de ne pas sans arrêt de tourner en rond comme ça, voilà, parce que comme disait notre ami Einstein, c'est-à-dire que quand on ne change pas la direction, on arrive toujours au même endroit. Donc effectivement, il peut arriver qu'il y a des gens qui ont dans leur vie en fait une sorte d'impression qu'ils tournent en rond en fait. Et c'est marrant hein, parce que justement cette expression de métaphore ou de symbolique, nous nous considérons comme vraiment un peuple cartésien et tout le monde veut être logique. Par contre, tu as pu remarquer que chacun finalement utilise en fait des symboles et des métaphores. Oui. Okay, personne ne tourne réellement comme ça en rond. mais c'est vrai, hein, c'est toutes ces expressions, j'ai plein de... J'en ai plein de dos. Oui, j'en ai plein d'eau, tu vois. La coupe est pleine. Oui, la coupe est pleine. C'est très intéressant ce sujet. Il faut qu'on en parle justement de la symbolique et tout. C'est peut-être ça. Mais finalement, oui, parce qu'en fait, en hypnose, la métaphore, c'est exactement ça. On continue d'utiliser toutes ces images qui sont hyper parlantes, en fait, et pas que pour notre mental, mais aussi, c'est ce qu'on appelle les messages cachés un peu en hypnose, où en fait, on va utiliser aussi ces images pour que l'inconscient, il capte ce qu'il a capté derrière ça, quoi. Et puis, pour ce que tu disais par rapport aux gens qui tournent en rond un peu à la surface, enfin pas à la périphérie, en me disant... en fait, ce que moi je remarque dans mes séances, souvent, c'est que les gens sont conscients qu'au centre, ça va pas être joli, quoi. Et qu'il y en a qui sont demandeurs, mais ils ont peur, et c'est normal, hein. Ils disent, je sais qu'il faut que j'y aille, mais j'ai peur. Et je pense que l'hypnose, c'est aussi presque comme un premier pas là-dedans, parce que ça permet de dire, si j'y vais en fermant les yeux, c'est une image, hein, mais si j'y vais en fermant les yeux et que c'est mon inconscient, j'ai pas à affronter directement les choses qui reviennent, quoi. Évidemment, c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire qu'on affronte tout autant quand on est dans l'inconscient, mais en réalité, c'est plus sain que ce qu'on croit, c'est notre mental qui nous montre une sorte
d'image que ouais, je veux pas revivre mes traumas. On va pas revivre ces traumas. On va expérimenter des choses ouais, qui sont inconfortables, qui sont désagréables, qui sont sales, mais comme quand on se nettoie et que des fois ça frotte un peu et on a la peau un peu rouge, mais après elle est toute propre. Quoi. Et c'est un peu ça aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Moi je le vois par exemple dans le shiatsu, tu vois, parce que quand tu parles de ce mental en fait qui nous empêche, de toute façon c'est son rôle en quelque sorte, parce que lui il a l'intérêt à nous protéger, c'est-à-dire qu'il veut nous maintenir en vie. C'est ça. Mais il est vrai qu'en ce qui concerne les traumatismes, quand tu dis, j'imagine que toi, quand tu es dans une séance d'hypnose, en fait, parfois tu es amener la personne vers ces traumatismes, de le revivre et peut-être de lui donner d'autres couleurs ou une autre appréciation. Ouais. Ok. Le voir différemment. Ouais, exactement. Ouais. Et moi, dans ma pratique, si tu veux, ce qui est drôle, c'est que, enfin, c'est pas très drôle, mais le corps, tu sais, on a entendu parler de ce fameux corps mémoire, c'est-à-dire le corps, il a le mémoire, c'est-à-dire que lui, il enregistre absolument tout ce qui nous arrive, ok. Et justement, en ce qui concerne les traumas, les accidents, les chocs émotionnels, physiques, en fait, tout est dans le corps. Et moi, je le vois comme ça, effectivement, et il peut m'arriver dans une séance de shiatsu, c'est qu'effectivement, quand je touche un endroit, et bah, il y a des choses qui peuvent sortir soudainement. Donc, un endroit qui aurait été touché d'une certaine façon, ou qui aurait souffert d'une certaine façon, ça fait ressortir. Exactement. Donc c'est par le corps qu'on arrive à la mémoire. Moi, ça va être aussi peut-être plus par l'inconscient et par le travail de mots et de métaphores que ça fait ressurgir des choses. Tout à fait. Et moi, je pense que ce que je fais moi dans ma pratique, c'est... Comment te dire ça? Tu sais, ce que je trouve très similaire dans notre travail, c'est que quand tu disais justement que tu as des personnes qui sont conscientes qu'il faut aller dans quelque chose d'inconfortable et qu'ils n'ont pas envie, ou voilà, on a une appréhension, etc. Mais justement, ton boulot à toi, c'est justement de les accompagner, tu vois. Exactement. Et c'est ça ce qui est génial, c'est là en fait où j'imagine un client peut avoir en confiance en toi parce qu'il sait que tu es avec lui, tu l'accompagnes dans ça, et donc ça c'est vraiment superbe. Moi dans le shiatsu, je fais la même chose, c'est-à-dire qu'il arrive très souvent que la personne pendant la séance de shiatsu, elle se détend, elle voyage un peu dans ses images, dans ses souvenirs, etc. Mais le fait que je la touche concrètement, que je lui offre ce cadre, en fait, lui permet de vraiment de ne pas partir, peut-être dans des endroits où c'est pas très sécure. Oui, tu veux dire que c'est la sécurité, entre guillemets, de ta présence et de ton toucher qui leur permet de faire un voyage, mais un voyage aussi accompagné. Oui, tout à fait. Mais là, c'est marrant parce que, tu vois, tu parles beaucoup du fait qu'en hypnose, on va chercher à revivre le trauma, mais en fait, c'est aussi souvent, et même plus souvent, l'inverse, c'est-à-dire que la personne dit « je pense que ça vient de là, j'ai peur de si jamais je retravaille là-dessus, etc. » Et en fait ça peut, la demande d'un client peut être une excuse, peut être la demande de surface. Et en fait, quand on va travailler, ça peut être « bonjour, j'ai un problème de confiance en moi ». Alors évidemment, on précise un peu, parce que ça, sinon tout le monde ne dirait que ça. Mais on précise, et puis en fait, ça va partir sur j'ai un souci avec ma colère ou quelque chose de précis. Et en fait, pendant l'accompagnement, un trauma qui revient. Et dans ce cas-là, en fait, il y a des gens qui m'ont déjà dit « est-ce que c'est possible que j'ai des traumas qui reviennent, que je ne connais pas, etc. » Et ce que je dis, c'est qu'en règle générale, on est dans un cadre, on est dans un endroit, je suis une thérapeute avec les compétences que j'ai, et si les choses sont prêtes à être digérées, elles ressortiront ici. C'est le meilleur endroit, plutôt que dans la rue en train d'acheter son croissant, quoi. J'allais dire son pain au chocolat. Et du coup, c'est ça qui... Du coup, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est parce que ça fait peur, mais en même temps, quel autre endroit que celui-ci, quoi, pas pour revivre justement, mais pour revisiter un trauma. Et on ne sait jamais trop, c'est-à-dire que même des gens qui disent je veux travailler sur ce trauma, et que du coup on a des protocoles qui peuvent permettre d'aller voir un petit peu le trauma, en fait on ne se retrouve pas là-dessus, tu vois. À l'inverse, des gens qui veulent travailler sur un truc qui n'a pas l'air, voilà, et bim, on sort un truc, voilà, quand j'étais petite,
Et là, voilà, faut accompagner, faut être là, etc. De toute façon, voilà, la protection de l'hypnose, la protection de mes compétences, la protection du lieu aussi, je pense que c'est le cadre idéal dont a besoin une personne pour aller nettoyer les choses, quoi. Oui, tout à fait. Ça me rappelle un peu, tu sais, dans les anciennes traditions, il existait des endroits, surtout dans la nature, en fait, quand les gens on était encore très connectés à la nature, il existait des endroits qu'on appelait les endroits de la force, c'est-à-dire c'était des endroits qui énergétiquement étaient très très particuliers. Ça pourrait être, je sais pas, dans une forêt ou près d'une source ou près d'un arbre. Et justement, les gens y allaient parce que c'est là où ils pouvaient accéder en fait à certaines informations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui existait en fait et qui était ancré encore à l'époque païenne, je dirais. Ensuite, ça a été repris un peu par les religions et finalement, ces sanctuaires, en quelque sorte, on les a transformés en église. Et comme si c'était un seul endroit où effectivement on pouvait toucher une sorte de spiritualité et de divinité et de rentrer en contact avec soi, okay, avec quelque chose qui est plus fort que nous, etc. Et puis voilà, et aujourd'hui on a des thérapies, donc voilà. C'est vraiment... C'est notre église. Oui. Ouais. C'est très très curieux. Mais par rapport à ce que tu disais, en fait, par rapport à cette trichage, en fait, c'est vrai qu'on le fait tout, hein, je veux dire, on le fait tous, y compris moi, c'est tout à fait normal qu'en 90%, les gens, ils se racontent des histoires. On se raconte tous des salades mentales, ok? Des salades mentales. Ouais, et parfois, en fait, ça nous arrange, c'est-à-dire... ce qui nous est arrivé horrible, tu vois, parfois, même si c'est désagréable, il peut arriver que ça nous arrange finalement, parce que finalement, c'est ce traumatisme-là qui nous permet de vivre, sur lequel on peut s'appuyer, et sur lequel, en fait, on peut se mettre en fait, une étiquette sociale, ou une identité. Oui, une identité, c'est-à-dire que au nom de cette souffrance, maintenant, je peux me permettre d'être comme ça. C'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça que j'ai la vie de merde, etc. Et moi, je dis aux clients de Shiatsu, c'est que le Shiatsu, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on travaille comme avec des couches de l'oignon, c'est-à-dire on épluche, c'est-à-dire qu'on va toujours, étape par étape, d'accord ? L'idée, c'est pas non plus tout de suite faire sortir le truc parce que ça peut être déstabilisant. Mais oui, par des petites couches, c'est le travail de toute une vie en quelque sorte. Moi, quand je pense à ces histoires de se reconnecter à qui on est, au-delà de justement, par exemple, s'identifier à une maladie, quand on se dit qu'est-ce que c'est que se reconnecter à soi, moi je n'arrive pas à le voir de façon dissociée à se reconnecter à la nature. C'est-à-dire que je pense que on souffre énormément, nous citadins en plus, du manque de nature. Que la nature, c'est un peu comme la personne qu'on aime, qui est très chère et qui nous fait des remarques qui sont chiantes, mais on sait que c'est juste, tu vois. La nature, ça nous remet un petit peu face à toutes nos contradictions, quoi. Et c'est pratique en ville, je parle un peu loin, mais c'est pratique en ville parce qu'on voit pas notre impact sur la nature, mais du coup on n'a plus non plus la connexion avec la nature, quoi. Et je pense que vraiment ça devrait être quelque chose, quand une personne est à la recherche de... En fait qu'est-ce que j'aime, qui suis-je, dans quelle étagère ou courge ou beige, tout ça, et ben il devrait y avoir un travail en parallèle de nos thérapies, d'aller marcher dans la nature, d'aller toucher, d'aller sentir, de prendre ce temps-là, quoi. Et tout seul, je sais pas, je me disais tout seul ça peut être bien, mais peut-être qu'avec des groupes et tout ça peut aussi être intéressant, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Ça c'est clair, hein. J'ai fait une vidéo il y a longtemps de ça qui parle de cette reconnexion avec la nature. Le problème c'est que, comme tu dis, comme les gens se sont déconnectés de la nature, ils se considèrent un peu en dehors de ça, et puis bon, j'ai pas envie de parler au niveau philosophique, c'est-à-dire que l'homme qui se place
au-dessus de la nature et tout. C'est vraiment un dommage parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Et ce qui est très curieux, c'est qu'effectivement, nous étions faits de telle façon que nous possédons les 5 sens, d'accord? Et même ces 5 sens, en fait, qui sont... Comment dire? C'est une sorte de perception qui est chez nous, les humains, assez faiblement développée. Okay? Je parle maintenant, je reviens toujours vers le corps, mais par rapport aux animaux, en fait, c'est que dalle. C'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, c'est vraiment que dalle. Mais en tout cas, c'était pas toujours comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il existe des populations qui ont vraiment ces sens, qui sont développés d'une façon absolument incroyable. Et c'est parce qu'ils vivent avec la nature, parce qu'ils touchent, parce qu'ils communiquent avec les arbres, les animaux, le feeling, c'est-à-dire ils sentent l'ambiance, l'atmosphère, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. Tout ça, ça existait en fait chez nos ancêtres. Et du coup, cette reliance avec la nature, et d'ailleurs ce que tu disais, c'était très intéressant quand tu disais que cette nature comme une entité en fait qui est juste en fait, mais qui parfois peut être inconfortable, tu vois, mais en même temps on sait pertinemment que c'est juste. Et c'est marrant parce que moi j'adore cette idée de la nature il ne s'agit pas du tout de la bienveillance, tu vois, comment dire, les trucs de bisounours. La nature, c'est vraiment quelque chose de... Ça peut être très cruel, ok? Il y a la violence, il y a tout. C'est-à-dire que la vie, en fait, c'est... Moi, je dis toujours que chaque vie est ici au détriment d'une autre vie. Donc, la vie, la mort, c'est sans compromis, ok? On ne peut pas tricher avec la nature. Voilà, c'est-à-dire que... Désolé Elon Musk, on peut pas tricher. Si tu connais pas, tu peux mourir, ou alors de vivre des états d'exaltation. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et donc, si on pense juste à ce truc, c'est-à-dire que si les gens vivaient beaucoup plus avec la nature, je suis sûre qu'il y aura beaucoup moins de vies malheureuses, du stress, le burn-out. Le stress, c'est clair. C'est clair parce que là, pour le coup, moi j'ai des questions pour toi, pour le corps. Comment est-ce qu'une personne peut arriver à revenir à, par exemple, quand je me sens comme ça, c'est un indicateur de, tu vois, dans le corps, hein, pas dans la tête, enfin, c'est tout un ensemble, tu me diras, mais quand parce que moi, par exemple, alors ça va te faire rire, mais moi, par exemple, il n'y a pas longtemps que j'ai compris où étaient mes organes dans le ventre, tu vois. Pour moi, le ventre, c'était là, quoi, donc l'estomac, il était par là, tu vois. Félicitations. Merci. Il n'est jamais trop tard. Et je regardais des bouquins et tout, et puis j'en parle avec ma sœur, et puis elle me dit, mais quand t'as mal au ventre, t'as mal au... Bon, je vais passer pour une débile, mais c'est bien haut, etc. Et en fait, du coup, j'ai regardé l'anatomie, et j'ai re-regardé, mais pas avec des yeux d'élèves qui doivent apprendre ou se placent les trucs, mais genre, ah, mais d'accord, ok, en fait, à cet endroit-là, c'est la rate. Donc, des moments, c'est la rate qui me fait mal, etc. Et puis, des fois, ça dépend quelle douleur... En fait, même en enlevant le mot douleur, quel signe j'ai, tu vois. Ça peut être chaud, ça peut tirer, ça peut lancer, ça peut picoter, ça, tu vois. Comment est-ce que, enfin je sais pas si tu as la réponse, mais comment est-ce qu'on peut se reconnecter à savoir, par exemple, là je sais que c'est parce que cette situation ne me convient pas. Ou là c'est parce que je me sens en danger sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par rapport au corps? Ouais, par rapport au corps. Oui, je comprends. Alors, pour pas... c'est difficile de... Oui, je crois comprendre ce que tu veux dire. Je reviens toujours en arrière, c'est-à-dire que quand on regarde dans la nature, aucun animal, aucune plante, normalement, ne connaît pas, si tu veux, son anatomie tu vois, personne ne se préoccupe déjà de sa santé, dans la nature. Ça n'existe pas, Un ours... ou un loup, ou je sais pas, un pigeon, ils ne réfléchissent pas sur leur santé. C'est-à-dire, pourquoi ils n'ont pas besoin de ça? Parce qu'en fait, ils vivent avec les lois de la nature. C'est-à-dire qu'ils obéissent, en fait, à des certaines choses, et ils savent, en tout cas, je ne sais même pas s'ils le savent, mais en tout cas, leur conscience est câblée de telle façon qu'ils se comportent de telle façon, et que si jamais il leur arrive de se comporter d'une autre façon,
et ben c'est terminé pour eux. Okay. Et normalement, nous les humains, finalement, on est exactement câblés de la même façon. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à nous préoccuper de notre santé. Okay. C'était vraiment une... On ne devrait pas. Je veux dire, c'est-à-dire que normalement, en théorie, non. C'est-à-dire que la santé, en fait, c'est une sorte de... Comment dire ça? C'est encore une fois, aujourd'hui, la santé, c'est un terme idéologique, clairement. Ça n'a rien à voir avec la physiologie. Okay? Parce qu'en fait, si on considère aujourd'hui que quand tu tombes malade, tu n'es pas en bonne santé, eh ben, ça peut être entièrement faux. Okay? Parfois, quand tu tombes malade, c'est justement un signe que tu es en super santé. Parce qu'en fait, le corps a déclenché ces mécanismes de défense. Okay? Il a fait augmenter ta température, par exemple, quand tu es attaqué par des virus, microbes, etc. Parce qu'on sait que voilà, quand la chaleur du corps augmente, en fait, c'est ça en fait, qui bousille des virus et des microbes. D'accord? Donc normalement, si tu tombes malade, c'est le signe de bonne santé. Okay? Par exemple, les animaux, quand ils sont... ils ont bouffé quelque chose, ou par exemple, quand ils sont blessés, ils arrêtent de manger. Automatiquement. C'est plus fort que quoi. Exactement, c'est-à-dire que c'est des instants en fait qui reviennent. Pourquoi? Parce que quand tu arrêtes de manger, okay, tu mets en dehors tout le système digestif, d'accord? C'est-à-dire que toute cette énergie qu'on a besoin pour digérer, pour se concentrer justement pour mettre en fait le plus d'énergie dans le soin, okay? Et donc nous sommes câblés exactement de la même façon, d'accord? Encore une fois, les ancêtres le savaient. Et les enfants le font. Et les enfants le font, c'est-à-dire que je trouve ça assez aberrant, mais un enfant, quand il tombe malade, quand il s'enrhume, en fait, automatiquement, il arrête de bouffer, c'est-à-dire il n'a pas faim, ok? Et c'est nous, avec nos perversions, parce qu'on a dit qu'il faut absolument manger 3 fois par jour. Pour avoir de l'énergie. Exactement, donc on va gaver l'enfant, on va l'habituer en fait, c'est-à-dire qu'on va détruire ses perceptions naturelles. Okay? C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui la santé devient une idéologie. Voilà. Et à l'envers, quand tu tombes jamais malade, soi-disant entre guillemets parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, tu vois. Moi je pense que 80% de la population est malade, mais elle ne le sait pas, tu vois. Et quand tu ne tombes jamais malade, ça peut être même un signe de mauvaise santé. C'est-à-dire que c'est typiquement, tu dois rencontrer ça parce que tu t'intéresses beaucoup à burn-out. Okay? Tu vois, pour arriver à burn-out, je veux dire, il y a toute une période, d'accord? Ce n'est pas un truc comme les gens pensent que du jour au lendemain, c'est-à-dire que d'accord? C'est vraiment quelque chose qui s'est établi sur la durée. Exactement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es déconnecté, c'est-à-dire tous les récepteurs en fait, de ton corps, en fait, tu les as complètement niqués, ok? Tu n'étais pas malade, hein, je veux dire, même le dernier jour au travail, tout le monde te souriait, hein, tu buvais aussi ta coupe de champagne, tu vois, avec tes collègues, machin, et le lendemain matin, tu t'es pas levé du lit, tu vois? Donc voilà. Donc en fait, c'est intéressant parce que du coup, tu parles de nos perceptions naturelles. Donc encore une fois, la nature, à la base, on sait ce qui est bon pour nous. Seulement, c'est compliqué de dire à une personne, c'est compliqué pour moi aussi de me dire maintenant, je vais me reconnecter à ma nature. Enfin, tu vois, parce qu'il y a tellement de, comme tu disais, de couches à enlever. En fait, ça c'est un truc qu'on m'a inculqué. Et par rapport au burn-out, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'illustration que, en fait, c'est pas que les gens sont pas malades, c'est qu'ils sont tellement coupés de leurs sensations qu'ils comprennent pas que ça, c'est un signal. Et après, bien évidemment, quand on en parle, ça, tout revient. Mais évidemment, je sais, ça fait des mois que j'ai mal au dos, ça fait des ans que j'ai la nausée quand je vais au travail, ça fait évidemment, seulement, il y a une sorte de couche de soupape qui s'est mise en place de non, il faut que je travaille, il faut que je travaille bien, il faut que je travaille à fond, il faut que je gagne de l'argent, il faut faire tout ça qui fait qu'on est complètement coupé de, en fait, ce signal-là, ce torticolis, c'est pas parce que j'ai que mal dormi. Et si j'ai mal dormi, pourquoi est-ce que j'ai mal dormi? Et d'aller retourner à la source de chaque perception, chaque sensation qu'on a eue, etc. Oui. Mais comment est-ce que toi,
pas conseillerais, mais comment est-ce que tu dirais à une personne de réécouter? Parce que c'est pas facile de dire à une personne réécoute ton corps. Ok, mais quoi, où? Enfin, ça peut être. En fait, ce qui est curieux, c'est qu'au début, tu disais que c'est très compliqué. Okay, c'est-à-dire comment revenir en fait vers cette nature, comment revenir à se reconnecter vers les sensations, etc. Que c'est compliqué. En fait, pas du tout. La vie, elle est très simple. Il n'y a absolument rien qui est compliqué. Okay, c'est nous, c'est encore une fois, c'est le mental qui intervient et qui te dit que ouais, mais putain, mais revenir vers ça, mais c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de. Tu vois, c'est compliqué. Et c'est encore une fois, c'est un truc de mental. Ouais. Okay, et je comprends que ça dépend de beaucoup de paramètres, mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe où tu te trouves, de quel âge as-tu, de ce que tu as vécu, de quelle façon tu étais façonné, okay, quelles sont tes valeurs, etc. Ce qui est extrêmement, enfin moi je trouve ça comme, c'est ça le miracle de la vie, c'est que cette force que les Japonais appellent ki, ou peu importe, cette énergie en fait qui existe, en fait cette force elle est toujours en toi. Okay? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si tu es dans un état, je ne sais pas laquelle, très très bas, supposons que tu es malade, d'accord, tu as toujours la possibilité en fait de repartir là où tu en es. Okay? Aujourd'hui, il arrive très rarement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui, depuis toute petite ou depuis très longtemps, s'intéressent au corps, s'intéressent aux pensées, s'intéressent à la vie, c'est-à-dire comment passer agréablement cette vie, comment obtenir, comment créer une vie qu'on veut. Et ils sont tout à fait conscients que c'est quelque chose de global, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs tiroirs de ma vie qui me composent, et donc ils cultivent quotidiennement. Ça fait 30 ans qu'ils pratiquent du yoga, ça fait 30 ans qu'ils mangent vraiment très très bien, ça fait 30 ans qu'ils font le sport, qui s'occupent, ok. Mais tu as des gens qui jamais en fait, et d'habitude, quand ils tombent malades ou il y a un pépin dans la vie, justement ils appellent ça, c'est une sorte de... C'est une merde qui m'arrive, une malheur, tu vois, quelque chose comme ça. Mais souvent, c'est justement le signe, en fait, de la vie que c'est l'opportunité à rebondir, ok. Et puis ensuite, donc, vient cette question, ouais, mais c'est compliqué. Mais non, c'est très simple, en fait. Moi, dans ma conception, et quand j'accompagne les gens, justement, avec cette problématique-là, c'est-à-dire comment rebondir, comment aller vers quelque chose de plus simple pour moi, ok. Moi, je reviens toujours au corps. C'est-à-dire que le corps, il a toujours raison. D'accord ? Et je commence, en fait, par des choses très simples, en fait. Tu sais, par exemple, là, aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, tu m'as trouvé, j'étais un peu... Mais ça fait 4e jour que je jeûne. Ok. Et donc, ça fait 4 jours que je vis, en fait, une période... particulière, et c'est ça qui me permet en fait de me reconnecter avec moi-même, parce que justement le jeûne, donc c'est une mais va aujourd'hui dire aux gens tu bouffes pas une journée, tu vois, mais en fait c'est très simple, tu vois. Ça revient un peu dans le discours oui, ça. Donc voilà, je disais que le jeûne, ça peut être par exemple l'un des moyens très, très rapide et très efficace à mettre en place dans la vie, exactement comme dans la nature. Okay. Alors du coup, j'ai une question qui me vient, et c'est peut-être un peu la question avocat du diable. Comment amener une personne à reprendre conscience que le fait de ne pas être tout le temps dans le confort est une bonne chose? Parce que, pas que pour le jeûne, mais le fait d'être discipliné de faire un jeûne. Le fait d'être... tu dis des gens qui, si ça fait 30 ans qu'ils mangent super bien, des gens qui ça fait 30 ans qui font du sport, des gens qui... Et c'est une réalité aujourd'hui que c'est difficile de se dire ok, je vais y aller, je vais bien manger, etc. On a facilement tendance à revenir sur le canapé avec des chips et à regarder Netflix, etc. Tu vois.
comment est-ce qu'on apprend à apprécier l'inconfort. Tu vois, ce serait tellement plus simple la vie si je pouvais être allongée sur mon canapé là tout de suite, plutôt que, il y en a qui le font, hein, genre d'être en train de parler devant toutes ces personnes, ou d'être dans cette nature où tout d'un coup il pleut des cordes, alors j'ai pas prévu, j'ai pas de parapluie, je vais être tripée, enfin tu vois, des trucs comme ça. C'est clair que notre nature nous pousse en fait vers la recherche du confort, d'une manière générale. Okay? Toute la civilisation en fait s'est créée par rapport à ça. C'est-à-dire on cherche le confort, la sécurité, okay? Tout en sachant que ce sont des notions qui n'existent pas. Dans la nature, la sécurité, ça n'existe pas. Okay? Mais en fait, la vie, c'est un mouvement. C'est-à-dire que tout est tout le temps en mouvement. Donc, c'est-à-dire que soit tu danses avec ce mouvement, soit tu t'arrêtes. En ce qui concerne le canapé et les chips, si tu veux, moi j'avais une expérience, je parle pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai appris que les rats, quand ils pénètrent parfois dans des bâtiments où on stocke de la nourriture industrielle, etc., on s'est aperçu, les scientifiques l'ont vraiment cherché, c'est que les rats en fait préféraient les emballages en carton des céréales plutôt que de bouffer des céréales. Pourquoi? Oui. Parce que les rats en fait ont justement cette sensation, ces instincts qui sont développés, et ils ne vont pas bouffer quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Okay? Nous, on le fait parce qu'on a des sens qui sont pervertis, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement intoxiqués, si tu veux, par une nourriture qui est artificielle, c'est qu'ils ont leur sens qui se sent pervertis. On est saturé aussi. Hein. Oui, on est saturé, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu peux avoir les gens, tu sais, on racontait ces histoires, il y a longtemps de ça, c'était encore pendant le siècle dernier, c'est que les enfants de la ville, en fait, qui vivaient en ville, quand on les a mis à la campagne, par exemple chez leurs grands-parents, ils commençaient à avoir des allergies, okay, parce qu'ils mangeaient de la nourriture vraiment crue, de la nourriture bonne, etc. Et donc, il y avait un certain moment d'adaptation. Donc, si tu veux, c'est, comment dire, quand on mange, par exemple, de cette façon-là pendant longtemps, c'est une intoxication, effectivement. D'accord? Et c'est clair que tu peux pas expliquer, en fait, parce que c'est quelque chose qui s'expérimente, tu peux pas expliquer, en fait, ou imposer à cette personne-là d'avoir une discipline parce que ça ne marche pas. Okay? C'est-à-dire que plus tu vas forcer, plus, en fait, moins ça va marcher. Oui, c'est frontal, quoi. Mais maintenant, prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui, moyennement, je veux dire, a une bonne nourriture, il fait un peu de sport, okay, qui est relativement en bonne santé, ce qu'on appelle aujourd'hui en bonne santé, et effectivement, il voudrait améliorer quelque chose. C'est une question de l'expérience. Parce que justement, quand on dit jeune, tu vois, c'est ouais, la discipline, machin, ou le sport, oui, la discipline, il faut absolument que je fasse ceci et cela. Mais à partir du moment où tu commences à l'expérimenter, l'inconfort, okay, parce que c'est pas agréable, effectivement, de s'arrêter à bouffer à midi. Maintenant, je sais que le soir, je ne vais pas manger, le lendemain non plus, etc. Effectivement, ça crée un inconfort. Mais c'est cet inconfort, justement, qui peut procurer une sorte de plaisir aussi. Je ne sais pas si tu as vu ça quand tu pratiques le sport. Par exemple, tu escalades, d'accord? Tu es accroché à ta putain de roche et c'est inconfortable, ça fait mal, d'accord? Ça fait mal, tu peux même avoir une crampe, tu peux avoir peur, tu peux avoir toutes sortes de sensations. Et il faut que tu fasses un effort déjà physique, intellectuel, etc. Et c'est un inconfort, mais tu aimes ça parce que c'est finalement là où tu sens qu'il y a autre chose en fait qui se passe. C'est-à-dire que ce dépassement de soi, tu vois, cette sensation de bien-être après. Ok, moi quand j'ai ici un coaching, je sais pas, je fais bouger les filles qui n'ont jamais fait le sport de leur vie, tu vois, et vraiment je suis là et puis elles transpirent, elles tremblent et tout ce que tu veux.
mais après, elles sont heureuses et ils recherchent en fait cet inconfort, tu vois. Ouais. Donc finalement, ça n'a rien à voir avec la discipline, c'est une sorte de l'expérience. Ouais. Parce que quand on parle en théorie, si tu vois, quand on y réfléchit, oui, il faut que je m'y mette, il faut que j'essaie, etc., laisse tomber, autant de ne rien faire, tu le fais tout simplement. Et si tu as une appréhension, tu demandes quelqu'un qui t'accompagne, tu vois, qui va être avec toi, qui te dit, voilà, tu vois, c'est pas une question. Après, le mot discipline, c'est aussi quelque chose qui a été perverti selon moi, parce que la discipline, pour moi, c'est une sorte de cadre, en fait, qui me permet, en fait, par exemple, sur une seule journée, justement de faire des choses qui me font plaisir. Et ces choses qui me font plaisir, en fait, peuvent très bien être très inconfortables. Ouais. Par exemple, moi, ça me fait plaisir je sais pas, d'aller courir 10 km, ok, c'est une souffrance enfin, en quelque sorte, mais c'est aussi un plaisir. Ouais. Oui, je sais pas si je mange une bonne salade crue ou si je fais un bon repas vraiment fait maison qui est agréable pour moi, et que je ne cherche pas cette facilité à aller chez Carrefour et acheter des trucs surgelés, tu vois. Ça, c'est la discipline pour moi. Je ne m'arrêterai pas chez Carrefour pour acheter la merde pour ce soir. Tu vois. Je vois. Je vois. C'est un peu comme disait Simon Sinek, qui est un conférencier, qui dit en fait, il faut trouver pourquoi. Exactement. Et par exemple, tu parlais d'escalade, et moi, c'est très flagrant cet exemple pour moi, parce que quand j'ai commencé l'escalade, j'étais à la recherche de trouver mes limites et de les dépasser, de voir comment ça faisait en fait, parce que moi j'ai toujours été dans un certain confort, très peur de sortir de ce confort qui était inconfortable, hein. C'est la réalité aussi. Il y a des zones de confort qui sont très inconfortables parce qu'on sent qu'on a envie de faire d'autres choses, on a envie de vivre autre chose, mais bon, là au moins on connaît, il y a peut-être des loups dehors. Et l'escalade, c'était en fait j'avais un peu le vertige, voilà, sans plus, voilà, mais un peu de vertige, pas une très grande forme physique musculaire. Enfin, à ce moment-là, quand j'ai commencé, c'était pas terrible. Et en fait, je l'ai fait, j'avais une envie de me dépasser. Mais du coup, c'était en fait dans ma vie, j'avais envie de me dépasser. Et donc, du coup, l'escalade, pour moi, c'était la symbolique de ce que je faisais dans la vie. Et donc, j'ai passé pas mal de temps là-dedans, dans cette volonté-là pour l'escalade, c'était ça. Et après, quand j'ai repris l'escalade, après les confinements à répétition, j'avais plus cette envie-là, j'étais dans autre chose. Je suis dans un autre moment de ma vie, là, tout de suite, où c'est pas une histoire de me dépasser, je suis dans autre chose. Et en fait, à l'escalade, en ce moment, je suis plus pépère, quoi. J'y allais, mais j'y arrive pas, et puis celle-là, et tout, tu vois, je me faisais plaisir autrement. Et ça n'empêche pas qu'à la fin de la session de 2 heures, t'es en nage et t'es crevé, quoi. Mais pas du tout la même volonté. Et en fait, quand j'étais plus, je dirais, adolescente, en fait, j'avais l'image que faire du sport, c'était se faire chier à faire du sport. Parce que je suis désolée, mais moi, l'endurance à l'école, mais j'avais envie de vomir dessus, quoi. Je détestais ça. Je me disais, mais il n'y a aucun intérêt dans ce sport. Pourquoi on est obligé de faire du foot, de l'endurance et, je sais pas, la gymnastique. J'aimais bien la gymnastique, tu vois, mais c'est horrible. Du coup, ça m'a dégoûtée du sport. J'étais là, ah ouais, c'est nul le sport. Mais à côté, je faisais de la danse. Après, j'ai découvert le kung-fu. Et je disais, mais en fait, ça aussi, c'est du sport. Sauf que là, il y a quelque chose, il y a une raison de le faire. Ça peut être n'importe laquelle, de chacun sa raison. La danse peut être de crâner devant tes copines. Parce qu'à l'époque, pour moi, c'était ça, de faire la belle sur scène. Aujourd'hui, la danse, ce serait plus de laisser mon corps s'exprimer et partir dans tous les sens et ce que ça apporte de bon. Le kung-fu, pour moi, c'était c'est trop bien, je veux savoir me battre et tout. En découvrant le kung-fu, je découvre toute la philosophie derrière. Je dis, wow, c'est carrément cool en fait. En faisant du sport, j'apprends à me connaître, j'apprends à devenir plus forte, plus résistante, tu vois. Et à chaque fois que je trouve une raison très profonde pour laquelle faire quelque chose, même si c'est inconfortable, je le fais. Et ça, ça m'aide énormément. Tout à fait. Et bon, j'enchaîne par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut clairement parler effectivement de l'expérience, d'accord. Donc voilà, si j'ai envie d'expérimenter l'escalade, voilà, j'y vais et effectivement j'enregistre ça dans le corps et j'enregistre comment c'était dur et en même temps comment c'était vraiment superbe après, que je me suis dépassée. Donc il y a une espèce de mémoire qui se crée, une expérience qui te sert en fait pour une autre occasion qui n'a peut-être rien à voir avec l'escalade, mais
Okay, c'est pour ça que les gens qui bougent physiquement, d'accord, qui font vraiment le sport, effectivement, ils ne le font pas uniquement pour être en forme, mais c'est parce que ça leur sert, ces expériences, en quelque sorte, dans leur vie aussi. Okay? Mais quand tu dis, oui, c'est très juste quand tu dis que pourquoi je le fais, qu'il faut avoir vraiment c'est effectivement ça. Le problème avec la santé, ce qu'on appelle aujourd'hui la santé, c'est qu'on a légué en fait ce pouvoir à quelqu'un d'autre, à une autre autorité, en fait, qui va décider si on va bien, si on va pas bien, d'accord? C'est-à-dire que même cette expression, nous sommes pris en charge par la sécurité sociale. C'est pris en charge, c'est pas mes oignons, c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper en fait de mon corps, de mon état de santé. Okay? C'est ça le problème, et de ce fait, en fait, on a abandonné ce que j'appelle la connaissance. On a abandonné la connaissance, parce que si, par exemple, tu t'intéressais réellement aux jeunes, que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ces trucs, on me demande de ne pas bouffer pendant plusieurs jours et tout, mais si tu t'y mets le nez, c'est-à-dire que si tu commences à faire des recherches et de voir les expériences des autres, ce qui vraiment... Et ce que ça fait justement avec le corps, comment ça peut avoir vraiment le changement important, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que, par exemple, l'alimentation influence énormément ton système nerveux, si tu veux, et ta façon de penser. D'accord ? C'est clair. Que la malbouffe, elle est autant dans le corps que dans l'esprit. Ah ouais, tout à fait. Et la santé mentale qui va mal, la santé mentale, l'état de santé mentale global des gens aujourd'hui. Oui, exactement. On parle de ce fameux microbiote, on parle de deuxième cerveau qui est le ventre, c'est-à-dire l'intestin qui a exactement les mêmes types de cellules que notre cerveau. Donc imagine, c'est-à-dire que si tu bouffes ton McDo, tu vas à chips devant la télé, en fait, c'est exactement la même chose qui se crée en fait au niveau de ton cerveau. Tu vois, ça le ramollit en quelque sorte. Et donc c'est clair que n'importe quelle décision, ta vie, elle ne peut pas être, je veux dire, elle est fausse, c'est-à-dire qu'elle est complètement, elle est fausse. Ouais. Ok. Et donc voilà, moi je dis que le jeûne, il permet justement cette espèce de nettoyage et que tu vas voir tout de suite, par exemple aujourd'hui, j'ai vraiment un esprit clair, je sais que je gagne toujours en vue. Par exemple, j'ai une vue qui est périphérique, quoi, qui s'élargit en fait. J'adore ça, ça m'arrive très souvent. Quand tu fais le jeûne ? Oui, tout à fait. Ah. Ouais. Ok. Mais ça peu importe, je veux dire, le corps il trouve exactement en fait ce qu'il faut réparer et tout. Donc si tu t'y intéresses, tu peux avoir effectivement une espèce de je vais essayer, tu vois, pour voir ce que ça me fait. Ouais. Et de ce point de vue, tu le vois plus comme un truc, oui, il faut que je le fasse. Tu redonnes du sens, quoi, à ce que tu fais. Oui. Voilà, mais revenons maintenant, c'était quoi déjà? Oui, comment se reconnecter avec nos sensations. Donc voilà, moi je parle surtout pour le corps. Je pense que le corps, le physique, en fait, c'est une porte d'entrée qui est absolument extraordinaire vers le changement de vie. Ouais. Pas uniquement en fait vers le retour de la santé, mais vraiment vers la vie. Oui, sur la façon dont on voit les choses, la façon dont finalement un obstacle dans un état moyen va devenir autre chose, ou un obstacle va donner envie d'y aller, de vraiment ça. Mais en même temps, c'est assez lié à l'idée en PNL, et puis en fait qui revient de bien d'autres choses, qui est que alors attends, comment je vais formuler ça ? On crée la réalité par nos mots, par nos pensées, par tout ce qu'on est à l'extérieur, et ça entraîne à notre corps d'être en harmonie avec ça. Et si c'est je suis nulle, je suis stressée, la vie c'est nul, j'aime que les chips, les machins, les trucs, en fait notre corps physique et notre corps, notre ensemble de notre être est façonné avec cette réalité-là. Et quand on décide d'utiliser des outils de développement personnel qui semblent complètement banals, comme par exemple les affirmations positives, en fait c'est là-dessus qu'on joue. C'est-à-dire que c'est pas, du coup c'est le chemin inverse que tu disais, mais c'est le même intérêt, c'est qu'en fait tu dis bah ouais mais non, je vais décider de me dire que la vie est belle.
Je vais me décider de me dire que je m'aime. Je vais me décider de me dire que je suis tout à fait capable d'arriver à faire je sais pas trop quoi. Et qu'en fait, même si c'est pas le cas là tout de suite comme ça, le fait de le travailler dans nos pensées, de le dire, et ben on façonne une nouvelle réalité. Et notre corps, il mange avec cette réalité-là aussi après. Où on se respecte plus du coup parce qu'on se trouve pas nul et con. Donc on se dit bah je mérite mieux que de manger que des chips quand même. Enfin, tu vois, il y a tout un... Donc c'est super intéressant parce que ça peut entrer par les deux. Ça peut entrer par le corps, comme je dis souvent que si tout d'un coup je décide de me tenir plus comme ça va être compliqué pour moi de dire je suis qu'une merde. Alors que si je suis que comme ça va être compliqué de dire je suis super joyeuse, j'adore la vie, etc. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement, c'est-à-dire que les techniques de la PNL ou d'autres outils de développement personnel permettent effectivement, comme tu dis, faire à l'envers, c'est-à-dire partir de l'esprit, de se créer en fait une réalité, et par rapport à cette réalité-là, le corps en fait il va se réajuster. C'est bien connu qu'effectivement si on se met dans une posture corporelle, nos pensées ne sont pas les mêmes, okay? Et vice-versa. Effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui peut être comment dire ça, un très bon début en quelque sorte. C'est-à-dire une porte d'entrée, quoi. Exactement, comme une première expérience finalement de notre propre pouvoir. C'est-à-dire que quand on se rend compte que nous avons ce pouvoir duquel on est coupé, maintenant on ne va pas en débattre pour quelles raisons, mais ça permet ensuite d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Par exemple, la spiritualité, ok? Et comme tu disais, effectivement, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a le physique, il y a le mental, il y a le spirituel. Les gens, ils vivent des expériences multiples, ok? Et chacun, par rapport à leur potentialité ou par rapport à leur... comment dire ça? Leur façon de fonctionner, chacun va rentrer par la porte qui lui est appropriée, et grâce à cette porte-là, peut découvrir en fait d'autres facettes. Quelqu'un se met en chemin parce qu'il a commencé à faire un cours de yoga, quelqu'un qui va consulter une hypnothérapeute, quelqu'un qui, je sais pas, qui va s'inscrire dans une salle de gym et faire du kung-fu. Ouais, faire le kung-fu ou peu importe, même la musculation. Tous ces gens-là, en fait, cheminent vers la même chose, c'est-à-dire vers la découverte de soi. Et non seulement vers la découverte de soi, mais aussi de ce pouvoir que je peux créer, en fait, finalement, ce que je veux. Si je me donne tous les moyens. Ouais. Et c'est formidable qu'on a plusieurs choses. On a le corps qui est notre... Voilà, c'est le seul allié qui nous lie avec ce monde. Ok, j'ai le mental, j'ai aussi l'âme à qui ce sera bien d'apprendre ou réapprendre à parler. De laisser un peu de place. Voilà, donc c'est formidable. Oui, et du coup, ça me fait rebondir sur la dernière chose qui me semblait intéressante par rapport à l'hypnose et se reconnecter. C'est aussi réaliser qu'en fait, on n'est pas une chose, on n'est pas un truc, on n'est pas genre je suis Emeline, mais on a plein de choses à l'intérieur de nous, plein de parties. Souvent, par exemple, quand je dis discuter avec votre partie angoisse, cette partie, elle est là. On ne peut pas le nier quand on est quelqu'un d'angoissé ou quand on a des angoisses. Elles sont là, ok. Et ben, au lieu de se dire j'en veux plus, je veux pas les voir, et se créer plus de stress et tout, et comme on sait que voilà, les angoisses avec le stress, elles sont là, du stress, super. Et ben, en fait, parler, dire, en fait, angoisse, le nommer la partie et discuter avec elle. Après, ça peut être un exercice qui est accompagné en hypnose, mais ça peut aussi être un exercice, j'avais fait une vidéo là-dessus, où en fait on se dit nous-mêmes, je vais essayer de voir avec cette partie angoisse, qu'est-ce qu'elle m'apporte, ou au moins de lui dire merci d'être là, parce que grâce à toi, je me dis, avec cette histoire-là, ou peut-être que les films d'horreur, faudrait que je lève le pied dessus, je parle d'expérience, tu vois, des choses où en fait ça nous donne des infos, et la remercier, et c'est toujours le mot qui me manque en français, la reconnaître, acknowledge, à reconnaître qu'elle est là, qu'elle existe. Et la plupart du temps, déjà, reconnaître quand quelque chose existe,
ça fait déjà faire la paix avec cette partie, quoi. Et faire la paix, c'est quand même, enfin, c'est merveilleux. Enfin, il y a des gens, ça les transforme de parler avec leur partie colère, quoi. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas un truc qui marche contre eux, mais pour eux, mais qui est mal réglé, quoi. Exactement, tout à fait. Et du coup, de les voir, ça fait moins peur, ça peut faire moins peur, en tout cas, c'est mon interprétation, de se dire c'est une partie de moi qui est comme ça. C'est pas tout moi qui suis colère, c'est pas tout moi qui suis angoisse. Il y a une partie de moi, parce que j'ai très bien su un jour être zen, j'ai très bien su un jour être amoureuse folle, j'ai très bien su un jour être la diplomate dans une relation où ça partait en couille, quoi. Donc, ouais, ça peut aider aussi. Ouais, donc voilà, il y a effectivement, mais comme tu as dit au début, en fait, tout ça, c'est bien de poser des questions, mais je pense que la première chose, c'est de prendre tout simplement une décision. C'est-à-dire que si on veut changer, peu importe ce que c'est, en fait, il faut d'abord décider. Ouais. Et voilà, et puis après, il y a des portes qui s'ouvrent, et puis si on veut se reconnecter, ben on va se reconnecter. Je sais pas, tu pars en week-end dans la nature, ou je n'en sais rien. Il y a tellement de possibilités, mais encore une fois, c'est une question de décision. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On est bon? On est très bon. Bon, bah super. Bon, bah à la prochaine, peut-être avec une autre thématique. Merci beaucoup. Merci. C'était super Merci, intéressant. Ok. Ok.